Eh bien, bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle émission de Genix. C'est toujours moi, Abba, le monteur du Cercle Richelieu. Pour cette deuxième émission, on est toujours privé de notre colonel. Toujours avec mes deux camarades de jeu. Castellan, salut, comment vas-tu? Bonsoir Abba, bonsoir Tonio, bonsoir à nos auditeurs. Salut Tonio, et toi, comment vas-tu? Bonsoir Abba, tout va bien. Ouais, de mon côté, ça va. Ça va? Et bonsoir à Castellan et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. En espérant que vous ayez une bonne santé, parce que c'est important. Absolument. Tonio, c'est toi qu'on va écouter aujourd'hui. De quoi tu vas nous parler, dis-moi? Alors, je vais vous parler d'un président et de son gouvernement qui a du mal à se déplacer en France sans être accueilli par des bruits de casserole. Ah, ben oui. Eh ben écoute, la on fameuse t'écoute. casserolade. Oui, Un plat bien connu du sud-ouest. Ah, eh oui. Bien ça, à base d'étain et d'acier. C'est ça. On a un professionnel de la casserole. Allez, on t'écoute. Je vais te dire pourquoi tu es là. Commande le passé, commande... Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. Commande le présent, commande le passé. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Qu'est-ce que le premier catéchisme? Sais-tu exactement de quoi je parle? Tu honoreras le consommateur. De la matrice. Bien, bon, vous avez pu constater... bah oui, en l'occurrence, oui. Oui, voilà. Donc, je disais, vous avez pu constater donc que ces derniers jours, le chef d'État était en incapacité avec son gouvernement de se déplacer en France, et même en Europe d'ailleurs, sans être accueilli par des casseroles vindicatives et amères ou des cris de guillotine. Voilà, donc c'est pareil pour c'est pareil pour ces ministres aussi. Donc les causes premières, voilà, sont soi-disant, nous en avons déjà parlé dans les émissions précédentes. Bon, on va aller un peu plus loin, parce qu'on a déjà parlé de ce sujet. Et puis bon, comme ces sujets sont aussi traités par les médias, par les journaux, on en voit partout passer, on va essayer d'aller avec nos petits points de vue royalistes. Ah. Bah oui, on n'est pas là pour répéter comme des... On n'est pas là pour trier les lentilles. Eh non, on n'est pas là pour se faire des amis, on les a déjà. Comme disait Lugan, c'est au nombre d'ennemis qu'on sait à quelle valeur on a. Voilà, c'est ça. Ouais, alors l'objectif c'est pas non plus de se faire des ennemis partout. Hein. Voilà. Certes. Le panache c'est bien, mais bon, ça fait perdre des batailles quand même. Oui. Ouais. C'est plus beau quand c'est inutile. On s'éloigne un peu du sujet. Faudrait pas dire. Bon, revenons. Donc on va revenir sur cette page des retraites qui a du mal à se tourner. Voilà, c'est une habitude de début de mandat qui commence à se mettre. Puisqu'en 2012 et 2013, rappelez-vous, nous avions des Français dans les rues pour défendre les familles. Nous avions aussi les bonnets rouges, on n'oublie pas cela. Entre 2018 et 2020, donc début Macron, pareil, on a les gilets jaunes. Ça semble encore pire que les années précédentes. Et là, c'est pareil, rebelote, nouveau mandat, nouvelle sortie de rue, qui a l'air d'aller de pire en pire. Le problème, qui d'ailleurs a l'air de se démarquer des autres années, c'est que l'opposition actuelle marche sous les fanions rouges des socialistes. En notre conclusion, ils sont républicains pour la plupart. Ils n'acceptent pas d'avoir l'extrême droite à ses côtés. Et non mais c'est vrai, et à la fâcheuse tendance aussi à oublier ses revendications lors des élections présidentielles. Oui, bah oui. Alors on pense qu'on veut de Marine Le Pen et de Zemmour, etc. Enfin, pour un républicain même à moitié convaincu, Marine Le Pen a quand même des aspects socio-économiques bien moins critiquables que ceux de Macron. Ce que je vous dis là n'est pas un scoop, c'est pas nouveau, mais c'est quand même important de le rappeler. Ouais, mais Marine Le Pen, elle reste une républicaine aussi, faut pas... Ah bah bien sûr, de toute évidence. Et de toute façon, quand bien même elle aurait été élue, en fait, ça aurait fait la même que Mélanie, elle serait allée prendre ses ordres à Berlin, et puis... Ouais, c'est ça, enfin, moi j'ai aucune illusion... Bien sûr, non mais je disais pour un gauchiste, tu vois, qui croit en la République, qui se dit je vais aller voir où est le social chez les candidats, Marine Le Pen annonçait quand même des choses beaucoup plus intéressantes pour ces gens-là. Et même, surtout que Mélenchon, il a dit la vérité pour une fois. Il a dit la République, c'est moi. Ce en quoi on peut parfaitement lui donner raison, Ouais, c'est pas faux. Voilà, donc ce que je disais là, c'est que évidemment, nous ne sommes pas dupes ici. Voilà, ça va faire une Mélanie. Voilà, on a presque la chance d'avoir un exemple pour prouver ce qu'on disait depuis plusieurs années avant.
le fait que bon, Marine Le Pen ne fera probablement pas grand-chose de son mandat, du moins pas grand-chose de bien, de ce qu'on lui demande. Mais bon, revenons un peu sur le principe des casserolades. Voilà, comme vous le savez, donc notre président s'est fait huer à Célestat en Alsace, mais aussi dans le Stade de France, puisque hier, le 29 avril, se déroulait la finale de la Coupe de France, donc Toulouse-Nantes, et il s'est fait huer aussi, et notamment de nombreux supporters non des Toulousains ont insisté pour garder leur carton rouge qu'ils voulaient adresser au président de la République. Ça reste une action, on pense qu'on veut, qui est assez raisonnable. C'est pas des cartons rouges qui vont mettre le président sur le banc, mais on a des gens qui ont l'air motivés un peu partout pour empêcher, non pas pour emmerder les Français, mais pour emmerder notre président. Bon, je crois que ça lui fait pas grand-chose. Ouais. Oh, ça lui a touché une sans faire bouger l'autre, comme dirait le dicton, mais c'est Chirac qui disait ça, non? Ouais, voilà, c'est comme disait le vieux Chirac, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, mais puis en plus, je veux dire, c'est pas avec un gouvernement enfin, je pense que c'est probablement des gouvernements républicains l'un des plus autistes qui soit. Et Dieu sait s'ils ont été autistes jusqu'à présent. Et exactement. J'allais, merci Abba. Mais parce qu'en fait, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur petit monde, et en fait, t'as l'impression d'avoir les Teletubbies. Les Teletubbies qui commandent des mecs armés de flashball et compagnie, quoi. Donc bon. Ouais, c'est plutôt les Téléteubés. Oui. C'est les Téléteubés, ouais. C'est très joli, très joli. Ouais, mais donc du coup, vous avez aussi pas mal d'autres ministres. Vous avez Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, etc., et aussi maire d'Angers jusqu'à l'année dernière. Vous avez Christophe Combes, ministre des Solidarités et de je sais plus quoi d'autre. Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Roland Lescure, un ministre délégué, voilà. Les ministres qu'on connaît pour la plupart pas du tout. Est-ce que dans ces ministres, il y a quelqu'un qui vous touche particulièrement? Je sais pas. Alors que les anciens ministres, les ministres les plus importants d'ancien temps, voire même de la royauté, avaient quand même un peu plus d'importance au corps politique. Mais vous me direz que c'est quand même pratique aussi pour ces ministres de rester dans l'ombre, parce que on le connaît moins, et pour les scandales politiques, ça parle moins. Hein. Est-ce qu'on se souvient encore l'affaire Pannier-Runacher, par exemple? Oui. Ouais, mais c'est toi qui avais traité le sujet dans un Genix. Dans le second Genix, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver. La fameuse Madame Panier-Durachier. Ouais, voilà, ouais. Oui, nul à chier ou ce que tu veux, oui, enfin c'est... Il y a des noms sympas aussi dans le gouvernement, mais bon, faut encore les connaître. Oui, non, c'est sûr. Enfin bref, on en a déjà parlé. Donc on a un gouvernement tout entier qui ne peut pas sortir de ses nombreux palais sans se faire cuisiner par la foule. Voilà. En temps normal, ce serait le sujet d'une déposition générale du gouvernement. Du moins, si on vivait dans un régime ayant au moins une once de nature. Cependant, en pratique, cela ne l'empêche pas de gouverner, puisque comme on est dans un système républicain, on le sait bien, la nature a déserté l'Élysée, le bordel de la Pompadour, et on se retrouve dans quelque chose d'absurde. Enfin, disons-le, c'est franchement absurde. Voilà. Donc ces élites ministérielles se cachent, ont l'air de vouloir se terrer. C'est quand même plus pratique quand même que de se faire prendre des tomates dans la figure, même si on n'a pas vu beaucoup. Mais cela peut aussi contribuer à écarter les têtes gouvernantes de la rue. C'est-à-dire, on n'est pas au niveau des films et des livres de science-fiction où le haut dirigeant suprême s'exprime depuis son bureau, loin de toute présence humaine. Mais bon, quand on voit un Macron qui vous parle dans les yeux à travers votre télévision pour dire nous sommes en guerre, j'ai raison, vous avez tort. Bon, en fait, on peut craindre que ça arrivera plus vite que prévu. Ouais, Jupiter vous regarde. Ouais, mais ça concerne, les casserolades, ça ne concerne pas que Macron. C'est quasiment tous les membres du gouvernement à chaque fois qu'ils sont en déplacement. Là, pas plus tard que la semaine dernière, chez moi, il y a eu un ministre Barrot, c'est ça? Ça vous dit quelque chose? Inconnu au bataillon. Ouais, c'est probablement quelque chose, ça. Un nom comme ça. Je vous avouerai que j'ai pas envie de les connaître. Mais enfin bon, il y a une ministre du gouvernement qui est arrivée ici, et du coup, on a eu coupure de courant dans quasiment toute la ville pendant 1 heure ici. Ouais, c'est ça. Voilà. Maintenant, Macron se promène avec des groupes électrogènes, pour pas dire ça. Oui, c'est fou, hein. C'est dingue. Ça va encore revenir cher aux contribuables, ces conneries. Et je sais plus où, ils avaient prévu, des groupes électrogènes pour alimenter un hôpital en cas de coupure. À la venue de Macron ou je ne sais quel
crétin congénital du gouvernement là. Oui, mais... Donc Mais c'est Ouais, pas les ça- syndicats. Enfin, en tout cas, il me semblait que au début de ces casserolades, il y avait notamment la CGT qui était assez en avant pour ça. Mais est-ce qu'ils se sont pas fait un peu doubler quand même, parce que ça fait un moment qu'ils se font doubler, même pour les manifs des retraites. Au plus fort des manifs des retraites, la CGT savait très bien que la plupart des gens qui venaient manifester derrière leur bannière étaient pas du tout des gens qui étaient pro-CGT, bien au contraire. Enfin, Ah en ouais, attendant, ils suivent quand même le mouvement du syndicat. Ouais. ouais, mais ils sont en perte de vitesse les syndicats. Et ce qui est dramatique quand même, c'est que les syndicats, ils ont une grosse force de nuisance, mais en fait, ils ne défendent rien d'autre que l'État. Hein, je suis navré, mais Ils ont une grosse force de nuisance, et puis surtout, tu prends un syndicat comme la CGT qui est, je crois, à l'heure actuelle un des plus vieux. Je sais plus si non, la CFDT c'est moins vieux, je crois. Et ils ont un trésor de guerre et un trésor immobilier, mais même Ah oui, les oui, oui, corporations oui. n'avaient pas autant. Hein. ah oui, non, c'est non, pas mais ça, c'est là. clair. Hein, c'est Et pourtant, les corporations étaient riches. ouais, dire. c'est vrai, ouais. Et ça vient d'un système quand même plus naturel. On aimerait bien Oui. revenir, d'ailleurs. Tout à Bah, fait. tu prêches à Bon, des avec tout convertis. Oh oui, non, mais il faut le rappeler quand même, parce que la Bien restauration de la royauté, ça va avec la restauration de nombreux principes, et notamment celui-là. Bon, après, avec la philosophie actuelle et l'individualisme et tout ça, on peut avoir peur des monopoles, voilà. Ben, c'est un peu aussi ce qui a pendu au nez des corporations à la fin de l'Ancien Régime. Hein. C'est que de quelque chose d'organique, c'était devenu des administrations assez lourdes, qui étaient des administrations, alors certes pas dépendantes du pouvoir central, mais qui étaient des administrations quand même, et qui avaient un monopole sur certaines choses, alors que les corporations, en tout cas leur mouture plus ancienne, était beaucoup plus organique et beaucoup plus flexible. Bien sûr. Ouais. C'est ce que dénonçait Pierre-Joseph Proudhon aussi. Hein. C'est le monopole. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Tout ça pour dire que nos têtes dirigeantes préfèrent se tirer derrière les caméras. Bah, c'est moins risqué. Ah ben voilà, oui, tout à fait. Déjà, On est loin quand même de Philippe Auguste se promenant sous les arcades du Palais Royal et se faisant tancer par un sujet et l'interjectant le sujet, le dit sujet avec beaucoup d'humour qui était bien connu de sa part, tout en étant dans sa dignité royale. non, ben maintenant on a des Macron qui sont sur les téléphones et puis Des petits monsieur, comme dirait l'autre. Ouais. voilà, des gens Ah, qui je vous se trouve bien démettent à la défaitiste. Hein. Il faut penser printemps. Non. Il vous l'a dit. Il vous l'a dit, Macron. Il faut penser printemps. C'est le printemps. Alors pensons. Bah, c'est-à-dire que Pâques est passé, pensons à donc autre oui, on chose. peut dire Alors. que oui. Pâques étant passé, oui, on peut dire qu'on est en printemps, oui, tout à fait. Ouais, tu es amateur des 100 jours de réconciliation Ah, les apaisé, fameux 100 très jours. apaisé. Voilà, j'en discutais avec un commerçant que je vois toutes les semaines là, et lui, bon, c'est un droitard, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, lui, il serait très apaisé, tu vois, à mettre un grand coup de 12, tu vois, là-dedans, mais de façon très apaisée, tu vois. Encore un qui est en bonne voie vers le royalisme. Je le travaille au corps. Il faut. Ça donne de bons résultats. Oui, Il est après, très à l'écoute. C'est déjà on ça. n'est pas là non plus voilà, à vous chercher, à chercher ceux qui sont pas réalistes pour les enfermer Ouais, dans c'est notre ça, carcan qui n'est pas une secte. On rappelle quand même, parce que cercle Richelieu, ça peut faire penser à une rive, non, pas du tout. Bon, bref. On n'est pas des sectaires, c'est ce qu'il faut retenir. Absolument. Mais vous pouvez quand même venir dans nos cercles, hein. Il y a des cercles un peu partout, dans les anciennes provinces de France, alors, venez, c'est ouvert. Et c'est très sympa. Bien, on va arrêter de s'éloigner du sujet. Parce que c'est bien de creuser des tunnels, mais c'est pareil, si c'est pour aller relier... Ouais, revenons à Tokyo nos casseroles. Voilà, revenons à nos casseroles. Donc, ces casserolades, on les a entendues. Et on les entendra peut-être demain 1er mai. Donc, alors, l'émission est tournée bien avant, mais on verra ce que ça donne. Peut-être qu'il y aura des changements majeurs, des choses extraordinaires, ou peut-être pas du tout. Mais donc, on entend des casserolades qu'on n'entendait pas pour le confinement, qu'on n'entendait pas vraiment lorsqu'on enlevait la liberté aux Français. Alors, on voit la priorité des Français ou le chemin qu'on peut leur donner, enfin que la République leur donne pour s'exprimer. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que la République est heureuse de pouvoir faire monter
voilà, des tensions au sein du peuple pour la réforme des retraites, mais pas pour le Covid. Bah, ce qu'il y a de dramatique avec la République, c'est qu'elle a toujours eu besoin du chaos pour pouvoir exister. Enfin, tu regardes l'histoire depuis 1789, ça n'a été alors soit du chaos. Alors quand je dis chaos, ça peut être du chaos interne, ça peut être du chaos mondial avec la première et la seconde guerre mondiale. Ça peut être du chaos par tous les scandales qu'il y a pu y avoir, notamment dans la Troisième République. Enfin bon, moi je suis pas étonné. Alors j'ai peut-être un biais parce que effectivement je suis royaliste, mais force est de constater que les faits sont têtus, comme on dit. Hein. En fait, moi, j'aimerais bien faire un petit parallèle historique, puisqu'on a ces casseroles-là. Tu posais la question de savoir si c'était la volonté des Français ou juste un chemin qui était permis par la République. On se souvient tous qu'en 34, le 6 février, il y a eu les grandes manifestations et que ça avait été comment dire, le déclencheur, l'élément déclencheur, ça a été l'affaire Stavisky. Absolument. Et là, alors oui, on a quand même des affaires. Je veux dire, il me semble pas qu'il y ait un seul ministre actuel qui ait pas une casserole au cul, littéralement. Sans parler du plus grand d'entre eux qui est quand même lié de très près à l'affaire Alstom, qui est pas finie. Je veux bien que la République laisse un chemin et qu'effectivement, comme Abba l'a dit, elle ne peut s'empêcher elle ne vit que par le conflit plutôt que par la concorde. Ça me paraît, je veux dire, les casserolades, c'est très gentil par rapport à ce que même à la grande époque des Gilets jaunes et on a pu voir, les Gilets jaunes c'était un peu plus brutal. Toute chose entendue, mais c'était un peu plus brutal. Là, les Français ont utilisé plutôt l'humour et on va dire le côté bon enfant qui nous est bien connu. On a préféré utiliser cette arme-là grâce aux casserolades, ce qui est pas idiot. Hein, les casserolades, c'est pas un truc idiot pour dire qu'on n'est pas d'accord. Ça fait pas très sérieux, mais c'est pas non plus idiot. Je pense pas qu'on doive mépriser ça. Quand même, avant, tu dis que c'était pire pendant les Gilets jaunes, mais on a quand même vu des policiers tabasser des nombreux manifestants sans raison apparente. Alors, effectivement. Alors violent. Ça a été à partir de la seconde phase des Gilets jaunes, parce que rappelle-toi que la première phase qui a fait le plus peur à l'État, c'était les fraternisations. Et là, ouais, non, mais moi je te parle de là, mais à l'époque des Gilets jaunes, il y avait un début de fraternisation, puisque les policiers, les gendarmes, etc., ils étaient dans le même cas que le Français qui était Gilet jaune. L'élément déclencheur, ça a été le prix du carburant à la pompe. Maintenant, le prix du carburant à la pompe, il est clairement très au-dessus il est clairement très au-dessus de l'époque. Mais en fait, les gens en ont marre du mépris et de la morgue en fait de Macron et de ses séides en fait. Bon, ils ont quand même revoté pour lui. Hein. Revoter. Alors, si tu vois le taux d'abstention qu'il y a eu. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que quand t'as 50%, un peu moins, du corps électoral qui se déplace et que dans ces moins de 50%, t'as que 20% qui font l'élection, est-ce qu'on peut dire que le corps électoral a voté pour lui? Je ne crois pas. Ceux qui ont voté ont voté pour... Ah oui, ceux qui ont voté, d'accord. Ceux qui ont voté pour lui, on est d'accord, mais enfin, au final, il reste minoritaire. Hein. Ah bah bien sûr, ça lui donne pas une légitimité. Mais ça ne fait pas, ça fait moins de la moitié du corps électoral dans son ensemble. Oui, on est d'accord. Enfin, il n'empêche que... vous avez quand même une opposition beaucoup plus vaine et vindicative aux élections à Marine Le Pen que à Macron. Oui, mais parce que ça, c'est, c'est toujours le même truc. Il faut monter. Enfin, c'est un truc qui existe depuis 81, depuis Mitterrand. Ça, il faut monter l'extrême droite artificiellement, et après c'est tous contre la haine. Comme ça, tu gagnes facilement une élection. Je veux dire. La technique est connue. Après, on sort les castors. Bon, et puis voilà. Et puis comme, je veux dire, pour citer quelqu'un qui est pas forcément de nos amis, mais qui a quand même eu l'honnêteté de le dire, qui était Jospin, c'est du théâtre. Ah oui, complètement. Mais alors, donc, pour revenir au système des casseroles, je vérifierai quand même, hein, c'est dire, mais il paraît que Juan Branco, vous savez, l'avocat. Bon, on en pense ce qu'on en veut, mais apparemment, il aurait dit quelque chose d'assez intéressant, qui est assez proche de ce que l'on peut penser. Enfin, certains peuvent penser, c'est que lui trouve que les barricades sont beaucoup plus efficaces que les barbecues. Dans le sens où les ronds-points des Gilets jaunes, c'était très bien sympa, mais pas très 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 efficace. Alors, je sais plus. Ouais, mais ça c'est
Ça, c'est parce que Juan Branco, il a un peu ce côté lamartinien des barricades de 1848. Il a un peu ce côté romantique là. Bon, ça aura le même effet que les barricades de 1848, quoi. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que dans le fond, il a tort ou pas? Le truc, c'est que si tu fais des vraies barricades qui emmerdent vraiment le gouvernement, ils vont envoyer l'armée, ils vont vraiment aller. Je suis pas sûr que l'armée accepte. Je suis pas sûr que l'armée y aille. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est, je vais revenir. Pendant les Gilets jaunes, vous avez un épisode, vous avez une centrale nucléaire qui avait été bloquée quelques heures. L'État a directement envoyé l'armée pour ce point précisément. Ouais, mais parce que ça touchait un élément stratégique et une centrale nucléaire, c'est pas n'importe quoi. Oui, non, mais voilà, ce que je dis, c'est si les barricades sont vraiment dérangeantes pour le gouvernement, ils n'hésiteront pas à utiliser la force qu'ils ont. Alors que ce soit l'armée ou que ce soit des forces de police spécialisées, je pense pas qu'on ait les moyens, nous Français, de faire face à l'outil républicain. Alors effectivement, si l'armée et si les forces de police rejoignent l'idée des manifestants, effectivement là c'est même très grave pour la République. En attendant, vu les exactions qu'on voit des policiers, de la Bravem, etc. En ce qui concerne les forces, encore faut-il que la Bravem soit française, hein, peut-être que. Oui. Ça parle mais ukrainien. En ce qui concerne les forces de l'ordre au sens très très large, de certaines sources que je peux considérer comme étant relativement sûres, l'armée, elle est dans on va pas trop défendre la République et on va pas non plus trop ils sont légalistes, donc ils iront pas contre le pays légal, mais ils sont aussi français, donc ils iront pas contre la population. Enfin, je veux dire, t'as quand même des officiers français qui ont fait 2 lettres, l'une au gouvernement, l'autre au peuple français, avec la place d'armes là, le capitaine Fabre, tu sais quoi son nom? Le fameux capitaine là qui est passé il y a pas longtemps sur TVL. Et donc l'armée, on bouge pas. Par contre, la police, elle, c'est autre chose. Et puis dès son origine, ça a été toujours quelque chose de politique, hein, même sous la Reynie, sous la Reynie, donc le surintendant général de la police de Louis XIV, ça a été des visées politiques, de police politique. Ah oui. Alors, chers amis, c'est le moment de vous rappeler de cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé cette émission, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti de nos prochaines publications, de partager, de commenter. Tout ça est très important pour le référencement de la chaîne. Je rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur Discord et intégrer l'un des 17 cercles de gentilshommes. C'est l'occasion pour nous tous de nouer des liens dans le réel. Nous avons aussi tout un arsenal de réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee afin de nous aider à améliorer nos émissions. Tous les liens sont dans la description. Merci à tous. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Mais Clémenceau l'avait dit, hein, quand il a créé les Brigades du Tigre. C'était Xavier Hofer, d'où je tiens la source. Clémenceau avait dit dès le départ que la police n'était pas là pour défendre la veuve et l'orphelin. Hein. Ils font ça un petit peu de temps en temps parce que bon, il faut le faire. Hein. Mais ils sont là pour défendre la République, hein, pour défendre l'appareil d'État. Voilà. Et je sais que t'as des éléments dans l'armée qui sont pas, qui ont beau être légalistes, mais qui sont pas spécialement non plus très heureux de la République, hein. Je veux dire, Saint-Cyr, c'est quand même un gros vivier de royalistes, quoi qu'on en dise. Après, ça reste des militaires, donc ils restent droits dans leurs bottes et ils bougeront pas, ou en tout cas le moins possible. Je rappelle que ce soit pour les manifs pour tous que t'as cité précédemment, Antonio, ou pour les Gilets jaunes, Hollande comme Macron ont demandé au gouverneur militaire de Paris ce qu'il en ferait. Le gouverneur militaire de Paris, en gros, si l'armée serait en capacité de tirer sur la foule à balles réelles, le gouverneur militaire de Paris, d'ailleurs il a sauté juste après Macron, Hollande l'avait gardé, il a dit non. Il a dit appelez quelqu'un d'autre, mais nous on le fera pas. Après maintenant, je parlais pas non plus d'aller envoyer l'armée tirer sur les manifestants avec la question s'est posée, hein. Ouais, la question a été posée, ouais, ça c'est clair, ouais. Oui, et l'armée a été claire là-dessus, c'est un non général, quoi. Oui, moi je reste convaincu. Si c'est pour tirer des LBD ou des jets d'eau à très forte pression,
systématiquement à déloger des manifestants, à moins qu'eux-mêmes soient armés, mais là, on est dans un autre niveau. Ouais. C'est-à-dire que je vois mal, en fait, comment ça pourrait évoluer en quelque chose de plus dur, sachant que pour que ça évolue en quelque chose de plus dur, c'est-à-dire vraiment un conflit ouvert, faut que les deux camps soient armés. Il y en a un camp qui est même plus armé que l'autre, en l'occurrence, et puis il faut deux belligérants, il faut vraiment deux camps bien définis. Et oui, tout à fait. S'il y a un camp qui est bien défini, l'autre ne l'est pas tout à fait, et encore, il se tire la bourre à chaque fois. Alors après, si vraiment le combat avait lieu d'être, il y a quand même une chose très très simple et qui a 2 siècles, même un peu plus, c'est tout ce qui est petite guérilla. Après, on n'en est vraiment pas là. Non, on en est loin. Et, je doute fortement que les nerfs de la plupart des Français soient assez solides pour aller jusque là, parce que c'est quand même assez difficile. Mais peut voir des nombreux conflits armés où t'as des forces complètement inégales, mais t'en as qui sont sur le terrain. Enfin, oui, c'est le principe de la guerre asymétrique, tout à fait, mais on n'en est pas encore là et on en est très loin. Oui, non, mais c'est surtout, et puis hélas, enfin ce que tu disais tout à l'heure, Tonio, si jamais prenons l'exemple que ça parte vraiment en cacahuète, c'est pas la République qui sera en danger, hein, ce sera ce gouvernement-là. Oui, c'est très clair. Surtout si c'est les drapeaux je reste convaincu que même si l'armée reste royaliste avec tout un tas de loyalistes, l'armée loyaliste avec tout un tas de royalistes dans l'armée, à mon avis, si ça doit être le cas, eh ben peut-être qu'ils agiront, mais pour réorganiser des élections, remettre la République, ce qui serait peut-être un moindre mal, hein, on est d'accord, hein, parce que bon. Après, on peut faire un peu de prospective, je veux dire, si la tendance se confirme et se suit telle qu'elle est, que là, on va arriver, on est plus ou moins à la mi-2023, les élections sont donc dans 3 ans et demi, 2027, avril 2027, à peu près, 3 ans, on va dire plus ou moins 3 ans. 4 ans. 4 ans, oui. 4 ans, tout à fait. Sachant les lignes de mouvement qui s'amorcent, on va dire, à droite, je vois mal. De toute façon, Marine, il me semble que 2027, elle y va plus. Si, bon, il pense encore que la mettre, mais bon. Franchement, c'est pas. Après, à droite, c'est-à-dire niveau Marine, niveau Dupont-Aignan, tout ça, je sais que l'idée d'une union des droites, ça titille beaucoup de gens, notamment parmi les jeunes cadres. Union des droites qui serait de toute façon, qui aurait comme égérie Lamarrion, que c'est à peu près la seule figure sur laquelle tout le monde s'accorde, en tout cas dans ces partis-là. Ouais, ça reste du théâtre républicain. Oui, tout à fait, mais c'est ce que je voulais dire en fait par là, c'est quand bien même on aurait Marion Maréchal, faisons un peu de prospective, quitte à sortir des sentiers battus, mais admettons que nous ayons Marion Maréchal face à Macron qui se représenterait ou plus éventuellement à Édouard Philippe et qu'elle gagne, parce que c'est pas dit qu'elle gagne non plus, ça changerait pas grand-chose, quoi. En attendant, Édouard Philippe reste la personnalité politique préférée des Français. Et on rappelle d'ailleurs qu'il veut la retraite à 67 ans. Hein. Voilà. Je savais pas que les Français avaient une passion si soudaine et si enjouée envers les pandas. C'est des nuits de sens. Oui, non, mais tout ça, c'est de la pourriture, mais ça n'a aucun. Ouais, sachant que Édouard Philippe et Macron, c'est bonnet blanc, bleu bonnet. Hein, oui, c'est ça. Enfin, c'est en gros, c'est le centre droit. Pour ce qui est d'Édouard Philippe, c'est le centre droit jupéiste. C'est en fait je vais même aller un peu plus loin, puisque le centre droit français, le centre français, qu'il soit gauche ou droit, c'est le parti orléaniste. Hein. Oui. C'est le parti bourgeois orléaniste. Hein. Oui, c'est pas forcément bon. Hein. Oh, c'est même pas bon. De quoi? Je dis c'est même pas bon, quoi. Ah bah non. Alors, on pense qu'on veut des royalistes orléanistes, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est deux choses différentes. C'est tout à fait vrai. Non, mais à préciser quand même, parce que sorti de son contexte, on peut diminuer notre cercle d'amis. Je suis pas. Enfin, mais donc, du coup, voilà. Revenons encore à nos casseroles. T'avais d'autres trucs à nous dire?
Non mais voilà, on est à nos 67 ans de retraite selon Édouard Philippe. Et si on revient au début de la réflexion que j'avais apportée, voilà, peut-être que sous Édouard Philippe, voilà, on sera content d'avoir évité une nouvelle fois l'extrême droite. 2 mois plus tard, on sera dans les rues parce qu'il nous met la retraite à 67 ans. Oui, ça va être un éternel recommencement et encore. Voilà, alors ne contredisons pas ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de l'histoire qui se répète, hein. Mais voilà, c'est organisé déjà depuis le début. Bah, en fait, le seul élément, et c'est souvent un peu comme ça que ça se passe, le seul élément qui pourrait gripper cette grosse machine que je vois, ça serait comme souvent un élément qui est externe et non interne. Ça serait une victoire sans appel en fait, et qui se rapproche de plus en plus de la Russie dans l'affaire ukrainienne. Où là, justement, ça serait la fin de l'OTAN, donc en fait, ça ferait déjà des premiers dominos qui tombent et après. Oui, ça peut être un scénario. Ça peut être un scénario probable, oui, effectivement. Mais ouais, je suis assez. Vas-y. Je suis assez amateur de l'idée, mais c'est pas unanime. C'est pas unanime, notamment chez les royalistes. Donc c'est une question qu'on pourrait approfondir. Hein. Tout à fait. Bon, après, ça ne serait qu'un scénario probable. C'est pas une prédiction. Hein, il faut quand même le rappeler. Oui. Mais effectivement, moi, je verrais assez une désorganisation tellement forte de l'OTAN, une perte de pédale totale chez tous les tireurs de ficelle, quoi, en fait. Hein. Parce que une perte de pédale dans quel sens? Alors, cependant. Ah oui. Oui. Non, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que là, on sait, c'est un fait que l'OTAN ne peut pas gagner. Enfin, je veux dire, elle ne veut pas gagner. Elle ne veut pas gagner. Et puis même si c'est uniquement les États-Unis qui vont leur fournir toutes les armes. Bon. Je vous rappelle que dans 1 an et demi, les États-Unis ils vont avoir des élections présidentielles et qu'il y en a un qui a un petit goût de revanche. Hein, et il est bien placé. Oui, il y a plein de choses de mieux en mieux placé d'ailleurs. Voilà. En fait, dans les 18 mois qui viennent, en fait, il y a vraiment les lignes qui vont bouger. Je veux dire, on aura déjà plus d'éclaircissements quant à l'affaire ukrainienne, puisque je sais pas s'ils vont faire encore 1 an de bataille avec les Chinois au milieu qui cherchent à faire médiation. Washington qui commence à de plus en plus lâcher Zelensky, qui le sait très bien, et qui commence à avoir des grosses sueurs froides qui lui coulent sur les joues. Ouais. Les Américains qui vont probablement avoir une autre administration qui sera différente, on verra bien ce que ça donne. Hein. Ça après on peut pas jusqu'au dernier moment on pourra, ça sera, je vais pas dire du fantasme, mais ça sera de la prospective. On le saura au jour J comme tout le monde. Mais a priori c'est bien parti pour le camp MAGA quoi. Il peut se passer beaucoup de choses. Hein. C'est ça. Un truc qui a un peu passé là dernièrement, qui a un peu passé sous le radar, mais que je considère que c'est un truc qu'il faudra qu'on suive à long terme, c'est la Chine qui a fait médiation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Oui. C'est un truc, ça va falloir suivre parce que c'est, je veux dire, ça fait 14 siècles que les chiites, enfin non, un peu moins que les chiites et les sunnites se tapent dessus. Et là, les Chinois, ils arrivent, pas la bouche en fleurs, mais ils arrivent et puis ils arrivent à se faire serrer la main entre les deux. C'est chaud. Ah ben, moi, je vois les choses un petit peu différemment dans l'énoncé, on va dire. Il suffit que les Américains arrêtent ou du moins n'aient plus la même influence sur eux pour que ça se passe bien. Tu vois? Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'observe. Hein. Mais rien que le fait que ça soit plus les Américains qui tirent la ficelle sur ce genre de choses, comme par magie, ça se passe bien. Bon, après, on va encore me traiter d'anti-américain, ce qui est pas faux, mais pas totalement vrai non plus. Voilà, quoi. Enfin, moi, j'observe ça, quoi, tu vois. On n'est pas anti-américain, on est pro-Dixie, c'est pas pareil. Voilà, enfin bon, moi, je suis pas très fan de tout ce qui est anglo-saxon, moi, je vous le dis. Donc bon, et comme ils ont fait 2-3 bricoles, on peut leur reconnaître 2-3 bricoles quand même. Oui. Soyons fair play, comme ils disent. Oui, si. Il y a des choses à tout le monde. Il y a un chanteur que j'aimais beaucoup, enfin un chanteur bassiste qui était Lemmy, il était américain, je l'aimais beaucoup. Bon, voilà. Voilà, comme je dis, ils ont sorti 2-3 bricoles. Oui. Pas bon. Non, mais après, pour revenir sur le sujet,
À part continuer à faire de la prospective, je vois pas. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est imaginer un scénario. Alors bon, c'est peut-être du fantasme, hein, c'est peut-être un vœu pieux de ma part, mais bon, il faut bien se défouler un peu de temps en temps et se faire un petit peu plaisir au niveau du moral. Mais imaginez le scénario suivant, l'OTAN complètement désorganisée, l'État profond en panique, Trump se ferait élire. Qu'est-ce que ça peut faire comme Là, c'est la porte ouverte. Là, vraiment, c'est vraiment la porte ouverte à tous les scénarios possibles. C'est la porte ouverte, les fenêtres ouvertes, la maison à tous les vents, parce que là, en fait, c'est précisément ce qui pourrait débloquer la situation. Oui, là, la situation, que ce soit en interne chez nous ou même en niveau international, elle est pas bloquée, mais elle grince bien. Chez nous, elle est bloquée. Ça, c'est bon. Chez nous, la situation, pour l'instant, elle est bloquée. Hein. On peut pas faire grand chose de plus que faire ce qu'on fait déjà. Ouais. Par contre, une désorganisation du système international tel qu'il a été formalisé depuis 45 de cette ampleur, en fait, ça débloquerait beaucoup de choses en externe comme en interne. Oui, mais est-ce que c'est pareil, c'est un autre sujet, mais moi je suis pas tout à fait convaincu par ça. On a un état profond qui sait qu'il peut éventuellement être en danger. Alors pourquoi il aurait pas agi plus longtemps pour parce que l'état profond, après l'état profond veillera à son intérêt. Est-ce que le changement, l'état profond déjà, il veille à son intérêt. Deuxièmement, l'état profond veillera à sa préservation. Bien sûr. Si t'as une désorganisation en fait de l'ordre international qui s'annonce, qui est un scénario probable, il voudra veiller à sa préservation. Il ira vers ce vers quoi qu'il préservera. Or, ce vers quoi qu'il préservera, ça sera pas forcément les mêmes lignes politiques que ce qui fait ses intérêts aujourd'hui. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'analyse, en fait. Ils prendront peut-être un peu plus de temps pour leur projet final, le gouvernement global et tout ça, mais... Ouais, mais le gouvernement global, t'as 85... Derrière, ça reste leur projet... On est d'accord. Leur projet important. Oui, mais t'as quand même 85% de la population mondiale et des pays du monde qui n'en veulent pas. Preuve en est... c'est pas parce qu'on veut pas quelque chose qu'on l'aura pas. Il faut juste un peu de patience. Le problème, c'est que la patience, si eux agissent dans l'ombre et que nous, on les voit pas, derrière... ils agissent de moins en moins dans l'ombre, hein. J'ai envie de te dire, ils sont de plus en plus mis en lumière. Je veux dire, tous les ans, dès que t'as Davos, tout le monde parle de Davos. Je veux dire, ils sont plus tout à fait dans l'ombre. Je veux dire, pour qui se renseigne un petit peu, on sait très bien quel est leur agenda. On sait très bien quel est leur objectif ultime. Bon... C'est juste les détails qui nous échappent parce que en d'accord. attendant, ils avancent quand même. Hein. Je vois pas d'opposition formelle et assez importante pour les déstabiliser. Puis franchement, si cette partie sort de l'ombre, c'est peut-être qu'il y en a une partie derrière qui repousse. C'est vrai aussi. Oui. C'est vrai aussi, mais disons que quand bien même ils avancent beaucoup moins vite que ce qu'ils voudraient. Déjà en soi, je vais pas dire que c'est une petite victoire, mais c'est quelque chose qui peut jouer en notre faveur. C'est comme une bicyclette, si elle s'arrête de rouler, au bout d'un moment, elle tombe. Ouais, c'est sûr que, comme dirait ma grand-mère, on n'a pas sorti le cul des ronces. Hein. Ça, c'est... Les avis divergent et c'est énorme. Bref, pour revenir sur l'image de ton vélo il peut peut-être s'arrêter, mais si le conducteur est parti sur une voiture avant... oui, ou une moto. Hein, voilà. Après, on n'est jamais à l'abri que la voiture ou la moto en question, peu importe le véhicule, déjà, il ne passe pas à l'électrique, et ensuite, il ne prenne pas un mur. Oui. De toute façon, Dieu agit pour mettre un bâton dans la roue. Mais comme dit souvent, j'ai un camarade, un de nos camarades qui est dans mon cercle, avec qui j'ai pas mal de discussions de cet ordre-là. Et il m'a sorti une phrase, alors je me souvenais plus, mais que j'ai trouvé très très intéressante pour les temps qui sont les nôtres. Prier comme si Dieu pouvait tout et agir comme si Dieu ne pouvait rien. Ah oui. Ça c'est ouais. Ah oui, non, parce que ça c'est sûr qu'il faut prier. Mais ça suffit pas la prière, hein. Il faut agir. Après, bon, selon nos moyens aussi, hein. Faut rester réaliste. Voilà, c'est ça. Déjà ce qu'on fait là, les émissions que nous faisons sur le cercle Richelieu ou même les discussions que nous avons de temps en temps sur le serveur, ça permet de former des gens, etc. Le fait que de plus en plus de gens ici ou là, que ce soit chez nous ou ailleurs, en fait. Commence sérieusement à ne plus du tout apprécier la marche du monde telle qu'elle est.
Et je veux pas avoir l'espoir du fou, mais c'est déjà, enfin un espoir de fou est déjà de l'espoir en fait. Oui, tout à fait. Ouais. De toute façon, l'espérance pour tout chrétien est centrale. Ah oui, tout à fait. Puis je pense qu'il faut quand même garder une certaine part d'optimisme parce que sinon, on s'en sortira pas. On va finir fada. Hein. Voilà. C'est-à-dire que il faut rêver. Hein. À être pessimiste tout au quotidien, on finit par être dépressif et en règle générale, ça finit mal. Ouais, non, c'est ça. Bon. Bon, de toute façon, derrière, on a la vie éternelle qui nous ouvre ses portes. Oui, ça c'est sûr. Tâchons de travailler bien sur Terre. Comme nous pouvons. Mais je te dirais, tu vois, pour rebondir sur ce que tu viens de dire et te rattacher un peu sur le sujet, c'est un peu ce qui nous sépare avec le républicain, j'ai envie de dire pur jus. C'est que nous, on sait que de toute façon, derrière, il y a un autre monde qui nous attend. Certes, on aura le jugement qui sera le nôtre, et ça sera entre nous et le grand patron, mais c'est pas grave. Peu importe où on finit, en fait, derrière, il y a une autre vie qui nous attend, alors qu'en fait, seul le néant attend le républicain. Eh bien, le jugement arrivera. Ouais, ce sera sur ces bonnes paroles qu'on va clore cette émission. À moins que tu aies d'autres précisions à nous donner, Tonio? Non, pas particulièrement. Après, voilà, pour revenir très simplement sur le sujet des retraites. Voilà, on est ici royaliste, on est pour un ordre traditionnel, entre autres, mais qui s'échappe pas non plus de la modernité. Un principe intelligent pour la retraite, c'est pas la répartition, parce que c'est pas possible. La capitalisation, c'est compliqué aussi. Il y a un truc bien traditionnel et naturel. Voilà, vous faites des enfants, et puis une fois que vous avez travaillé assez, voilà, vous allez voir vos enfants et vous dites, bon, on va pas dire rends-moi ce que je t'ai donné, mais voilà, traditionnel. Faites des enfants, transmettez-leur de bonnes valeurs, soyez indépendants. Comme ça, après, vous pouvez aussi leur transmettre votre outil de travail et votre gagne-pain dans une transmission qui se fera organiquement. Et puis à la fin, vous aurez des vraies retraites. Une vraie retraite pas payée par le gouvernement, mais par des gens qui vous aiment. C'est ça. Exactement. Eh bien, chers auditeurs, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. En attendant, moi je vous dis, alors non pas la semaine prochaine, mais je vous donne rendez-vous au second mardi du mois de juin pour une prochaine émission du cercle pour une prochaine émission de Genix, en espérant que notre colonel national se sera remis de ses petits soucis. En attendant, je vous dis, devenez royaliste, protégez la foi catholique et vive le roi! Vive le roi! Viva Rex in Aeternum!